Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a déjà 49 personnes qui sont connectées. On attend du monde ce matin. Comme d'habitude et pour cette nouvelle saison et ce nouveau programme des matinales des leaders éclairés, on va attendre un petit moment. Nous allons recevoir Mercedes Serra aujourd'hui. Elle nous rejoindra dans quelques minutes. En attendant, est-ce que vous m'entendez tous en fait et toutes? Je voudrais avoir un petit message. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Muriel Montagnier, donc fondatrice de la Fabrique des leaders éclairés, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison, cette deuxième saison des matinales que nous organisons au sein de la Fabrique des leaders éclairés. Donc, Mercedes Serra, bonjour. Je sais que vous êtes encore dans la voiture, mais que vous n'allez pas tarder à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Mercedes, dans un sol un peu plus stable que celui-ci. Oui, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. En attendant, écoutez, je vous remercie d'abord à toutes les personnes fidèles. J'en vois quelques-uns qui sur le fil de notre chat, en fait, qui déjà ont assisté à la saison 1, où on a eu l'année dernière le plaisir de recevoir des dirigeants de renom, des leaders éclairés, comme effectivement Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet, comme Catherine Touvray, Florent Mengo, le patron de Michelin, Hélène Bernico, la DG du Crédit Mutuel Arkéa, Gérald Carsonti, Denis Coquet, parmi nos experts, et François Léon. Donc voilà, la saison 1 a été extrêmement riche et ce sont tous vos témoignages qui nous ont effectivement encouragés et nous donné envie de poursuivre cette année avec cette saison 2. Je remercie aussi également tous les partenaires et notamment le partenaire média qui s'appelle Magazine Décideur, que vous connaissez certainement si vous êtes dirigeant, le réseau féminin PWN et puis notre agence de communication Mouvement Pertutel. Donc voilà, ils nous accompagnent effectivement depuis la saison 1 et pour commencer cette nouvelle saison 2. Donc au programme de cette saison 2, vous avez remarqué, et ça c'est extrêmement important pour moi, j'équilibre les hommes et les femmes en fait, parce que ça fait partie des valeurs de la Fabrique des leaders éclairés et que les leaders sont à la fois masculins et féminins. Donc voilà, donc on va recevoir Mercedes, on recevra aussi Philippe Rivière dans l'industrie, start-up industrielle du mois prochain. Voilà, ce sont les deux personnes, Rachel également, qui nous fera le plaisir d'être présente sur ce plateau. Et puis, nous recevrons également Thomas Rosa, qui nous montrera et qui terminera ces matinales en nous expliquant comment, dans son entreprise, il a monté son modèle de perma-entreprise vraiment inspiré de la permaculture. Donc voilà, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une petite présentation rapide de qui nous sommes. Donc la Fabrique des leaders éclairés, donc nous sommes un écosystème unique d'aide, d'entraide, de croissance du leadership des dirigeants. En fait, nous nous engageons pour répondre à 3 enjeux principaux des dirigeants que vous avez certainement et que vous vivez au quotidien. Le premier, c'est quoi? C'est réinventer le leadership. Osons réinventer le leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réinventer un leadership qui permette d'impulser et de déployer avec succès des futurs désirables dans nos entreprises, désirables et désirés, pour qu'on puisse continuer effectivement à attirer les talents et à les fidéliser et à continuer à contribuer à la croissance de nos entreprises, mais même au-delà, à la croissance et à la transformation de notre monde. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est et d'autant plus important qu'on est dans ce monde complexe, volatile, incertain, et vous savez très bien qu'avec le Covid et ce qu'on vit en ce moment, on est dans une zone de grande turbulence. C'est important dans ces moments-là de percevoir les signaux faibles. Et donc, nous nous engageons aussi à faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent retourner se retrouver entre pairs et se connecter à un réseau de pairs qui leur permet de percevoir ces signaux faibles, à la fois pour leur entreprise et à la fois pour la société et le monde. Ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième, c'est agir dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver collectivement des solutions, à la fois aux défis humains, sociétaux, environnementaux, dans lesquels moi j'ai la conviction, et nous avons la conviction au sein de la Fabrique des leaders éclairés, que l'entreprise doit jouer un rôle majeur pour faire bouger les lignes. Donc voilà, et c'est vraiment ces solutions que nous apportons. C'est vraiment ces moyens que nous donnons aux dirigeants et à leurs entreprises pour pouvoir avoir à la fois un impact sur leur entreprise et sur le monde qui nous entoure. Donc cette saison encore,
eh ben, nous avons choisi de mettre en lumière des dirigeants qui incarnent et qui insufflent ce nouveau leadership, ces changements dans leur entreprise, ces femmes et ces hommes qui ont choisi d'emprunter des nouvelles voies du leadership qui leur permettent de mieux répondre aux défis actuels. Et j'avais à cœur que ce soit vraiment une femme globale, donc cette année. Et j'ai cherché autour de moi et j'ai demandé qui incarnait le plus, par à la fois ses actions et ses engagements, puisque c'est les deux en fait qui réunit cette personne-là et qui réunit cette femme-là en fait. Et j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai demandé à Mercedes Serra d'accepter de témoigner. Et je l'en remercie pour nous témoigner à la fois de son engagement et de comment elle fait bouger les lignes à la fois dans son entreprise. Et si j'ai bien compris, même au-delà, dans les entreprises qu'elle accompagne au quotidien. Donc, Mercedes, est-ce que vous êtes en transit ou est-ce que vous êtes bien connecté avec nous? Ah, je crois que Mercedes se reconnecte. Mercedes, vous êtes là? Oui. J'arrive, hein, je vais faire une pause type course. Voilà, alors, mais Mercedes, j'en profite. Gardez une oreille en attendant. je garde une oreille. Gardez une oreille attentive. Alors, parce que vous m'arrêtez, je vais vous faire une présentation de qui vous êtes. En fait, bah alors. C'était tellement complet qu'en fait, j'espère que j'ai retenu effectivement les éléments qui me semblent importants, mais désolée si c'est pas complètement ça, parce que c'était. C'est pas très grave, Allez-y, je vous en prie. Donc, vous êtes cofondatrice de la première agence française de publicité qui s'appelle BETC et qui fait partie du top 3 des agences européennes. Donc, félicitations pour ça d'abord. Vous présidez BETC, BETC Full Six et Avas 04. Si j'ai bien compris, BETC emploie désormais 1500 collaborateurs. Oui. Vous êtes à la fois diplômé d'HEC, vous avez été dans le monde de l'éducation, vous êtes diplômé de la Sorbonne, vous êtes spécialisé dans effectivement la construction, la gestion des grandes marques. Alors on en connaît tous des campagnes, quand je suis allée voir, notamment la campagne pour la santé de Danone, la jeunesse pour Evian, c'est ces fameux petits bébés dans les piscines, en fait, si je me souviens bien. Absolument. C'était super sur l'eau nourricière. La vision d'Air France, et je crois que c'est l'un de, si j'ai bien entendu, c'est l'un de vos slogans préférés, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, mais c'est merveilleux. Oui, j'adore. Et puis McDonald's, venez comme vous êtes, venez authentique. Donc voilà, donc c'est toutes ces grandes marques qu'on connaît et c'est vous en fait, enfin c'est vous et vos équipes en fait qui avez effectivement recommandé ces campagnes et créé ces campagnes. Alors ça, c'est le côté femme d'entreprise. Et puis à la femme engagée aussi, à titre personnel, vous êtes engagée dans de nombreuses causes, donc en faveur notamment des femmes et des droits des humains. Donc le Women's Forum for the Economy and Society, que vous avez cofondé, si je ne m'abuse. Oui. Global Summit of Women, ou encore la commission Innovation 2030. Enfin, venez de dire, j'ai pas lu ce que c'était que cette commission Innovation 2030, Mercedes. En quoi elle consiste? C'était formidable parce que c'était une commission qui avait été dirigée par Anne Lauvergeon, qui a commencé il y a 10 ans, on a fêté les 10 ans, et qui consistait à réfléchir sur les stratégies d'innovation de la France. Et donc, d'abord de réfléchir dans quel secteur il fallait investir. Et quand on a eu fait ça, il y a eu un concours d'innovation. On a suivi tout ça de près. Après la vision stratégique, on a accompagné, on a choisi des startups qui se lançaient. Et franchement, ça a beaucoup apporté à la France parce que ça a permis à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui créaient des startups sur des enjeux importants. Il y avait déjà l'écologie il y a 10 ans, il y avait déjà la cybersécurité, donc il y avait déjà le vieillissement de la population, donc toutes les problématiques santé et des problématiques data. Et bon, c'est ça qu'on a fait. Et j'ai beaucoup appris et surtout j'ai travaillé avec une équipe qui mélangeait des scientifiques, des philosophes. Et je pense que c'est des bonnes choses ça, dans la vie de mélanger. C'est très important d'avoir des gens et des regards différents pour faire avancer le monde. Effectivement, et je crois que c'est vraiment une mission qui vous tient à cœur. Donc, alors, on va être sur le leadership, Mercedes, et justement, l'une des questions que j'avais envie de vous poser, c'est
comme vous êtes, j'ai compris que le rôle notamment le rôle d'une agence de publicité comme vous l'êtes, c'est d'être vraiment à l'écoute des tendances en fait. C'est vous qui détectez ce que notre société, dans sa partie inconsciente et consciente, a voilà, ces tendances-là. Donc ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire que en quoi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi le leadership d'hier, à votre avis, est-ce qu'il est différent de celui d'aujourd'hui? Il y a des choses qui ont quand même beaucoup bougé, quoi, hein. Donc, c'est difficile de continuer à diriger comme si rien n'avait bougé. Donc, qu'est-ce qui a bougé? Tellement de choses. Et en plus, il manquait plus que le Covid pour accentuer ces choses-là. Donc, ce qui a bougé, c'est, par exemple, déjà la conception qu'ont les gens des entreprises. Avant, quand en fait ils sont sortis des guerres, des difficultés, l'envie de consommation, elle était forte. Surtout, là, je parle des pays matures, hein, parce qu'on oublie toujours qu'il y a une moitié de la planète qui a toujours envie de consommer. Hein, parce que, donc, c'est très facile, nous, de leur donner des leçons, mais parce qu'ils ne sont pas exactement au même endroit que nous. Mais en tout cas, pour toute la zone, je dirais, très développée, occidentale, on a des éléments, on avait envie de consommer, on avait le sentiment du progrès, le sentiment de l'avancée, etc. Bon, vous voyez bien, on a une population qui a complètement modifié ses visions et ses points de vue. Sa relation à la consommation, où elle s'est préoccupée de dire, c'est pas qu'elle veut pas consommer, hein, là, ça c'est un rêve qui n'existe pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que c'est un rêve intéressant que de vouloir retourner en arrière. Je pense que c'est un des problèmes des écolos, c'est qu'ils parlent trop de l'arrière, alors qu'il faut aller devant et inventer le monde de demain. Mais en tout cas, ils ont une relation à la consommation plus compliquée, où ils disent qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser les achats. Ils sont inquiets sur la planète. Là, c'est monté chez tout le monde. Hein. C'est toute la population mondiale qui est inquiète aujourd'hui, qui est inquiète pour la planète. Et du coup, l'entreprise a eu un rôle fondamental dans cette histoire qu'elle n'avait pas avant. Avant, ils séparaient fortement les marques des entreprises. C'est-à-dire, ils considéraient qu'il y avait le produit, il y avait la marque, et puis voilà. Et c'était ça qui les intéressait. Aujourd'hui, quand ils parlent d'une marque, ils parlent aussi d'une entreprise, c'est-à-dire qu'ils cherchent les gens qui sont derrière cette marque et ils leur demandent d'aider à faire que le monde soit meilleur, alors d'aider en plusieurs choses. Premièrement, par les produits qu'ils fabriquent, de faire attention aux produits qu'ils fabriquent, pas faire n'importe quoi, de donner des produits de qualité, de donner des produits qui respectent l'écologie. Donc, ils sont plus exigeants, mais ils vont aussi demander à l'entreprise de les aider dans, en effet, le problème de la planète, de l'environnement, et au-delà de ça, de les aider sociétalement, parce qu'ils pensent finalement que l'entreprise est presque plus utile, merci beaucoup, que le monde de la politique sur lequel ils ont quelques doutes, ce qui nous embête bien pour l'abstention de dimanche. Voilà. Et donc, ils ont beaucoup changé. Donc, dans cet élément global, et en plus, suite au Covid, la relation au travail, elle est compliquée. Donc déjà, alors suite au Covid, je pense que ça pose des questions dont on ne se rend pas compte à quel point elles vont faire bouger les choses. Et avec toute cette réflexion d'ailleurs sur le télétravail, pas facile cette réflexion, parce qu'il n'y a pas que des avantages à ce télétravail. Donc je pense que ça va poser beaucoup de questions au monde. Mais en tout cas, ils préfèrent donc une entreprise qui a du sens, ils préfèrent une entreprise qui explique ce sens aux gens qui travaillent, et ils ont remplacé des notions d'obéissance à des raisons de choix. Donc quand vous avez ça, vous ne pouvez plus gouverner de la même façon, quoi. Ils ne font pas ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas en leur donnant des ordres radicaux que ça se passe bien. Donc, il y a vraiment une évolution de cette conception-là. C'était très intéressant. On a fait récemment une étude sur les femmes dans le monde. C'était parce qu'on est allé animer le 8 mars au pavillon de France à Dubaï.
Et on a voulu faire chez BETC une étude mondiale sur les femmes pour avoir un peu où est-ce qu'elles en étaient. Et dans cette étude mondiale, qui est assez étonnante d'ailleurs, parce qu'elle montre que même dans des pays où l'autoritarisme masculin est très fort, les femmes, elles sont conscientes de ces problématiques de l'égalité dans le monde. Et dans des pays où on se disait, mais peut-être ça ne les touche pas du tout, bah, ça touche le monde entier aujourd'hui, l'enjeu de l'égalité homme-femme. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on a fait définir le leadership aux hommes et aux femmes, on l'a demandé. Et ensuite, on a comparé avec ce qu'on appelait naïvement autrefois les valeurs féminines. Et on s'aperçoit que ce leadership, c'est beaucoup plus un leadership de capacité d'embarquer des gens, capacité à les motiver, capacité à collaborer, à dialoguer, de l'ouverture. Donc des choses qui avant n'étaient pas appelées le leadership. Moi, quand je vois les patrons, j'avoue que je trouve qu'ils sont un peu rétro, quoi. Globalement, ils sont assez rétro parce qu'ils font très souvent, quand vous voyez les patrons, il y en a beaucoup qui se présentent avec une foi en eux, un autoritarisme, presque une prétention. Notre président fait partie des patrons. C'est dommage qu'il y ait cette prétention, ça ne sert à rien. Et je pense que oui, tout ça va bouger fortement et qu'on va avoir d'abord un leadership construit sur une notion de vision. Les gens, ils ont besoin du sens. Donc la vision, c'est pas de parler avec tout le monde et de dire. Ils attendent que vous vous mouilliez sur une vision, que le patron, on ne le paye pas plus cher pour rien, quoi. Il faut qu'il ait un point de vue, un regard, une vision qui soit suffisamment motivante pour faire bouger les gens. Donc l'enjeu de la vision, elle est très importante. Et ensuite, l'enjeu de l'exécution de cette mission, c'est-à-dire les valeurs qui vont faire qu'on avance, soit un peu modifiées, soit des valeurs d'ouverture et des valeurs de motivation plus que des valeurs d'une autorité ou d'un autoritarisme. En fait, l'autorité n'est plus fondée sur un autoritarisme. Ça, c'est fondamental. Je partage complètement ça avec vous, Mercedes, parce que je m'aperçois que le Covid a amplifié ça. On a des dirigeants anciens modèles, j'allais dire toujours ce que vous dites, command and control. Ils considèrent qu'effectivement, il suffit que. Et puis des gens qui n'aspirent pas du tout à ça et qui aspirent au contraire à collaborer, à contribuer et qui aspirent que leur entreprise soit contributeur de la société. Parce qu'ils ont conscience que, enfin moi c'est aussi quelque chose, c'est pour ça que j'ai fondé la fabrique, c'est que je ne crois pas que les grosses institutions, et merci de le dire, je ne crois pas que ce soit les grosses institutions qui arriveront à faire bouger le monde, mais plutôt des petits collectifs et la réunion de petits collectifs engagés qui arriveront à le faire. Et pour moi, l'entreprise est un petit collectif. Donc, c'est ce que vous disiez. Alors, ce qui est relativement nouveau et dans ce que vous dites, ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que quand vous avez fait l'étude, avant on disait est-ce qu'il y a, et ça faisait partie des questions que je lui ai posées, est-ce qu'il y a un leadership féminin ou un leadership masculin? Et vous êtes en train de me dire, Mercedes, qu'il y a une convergence en fait. Absolument. Enfin, en tout cas, la demande semble être aux femmes, si je le simplifie. Vive les femmes, parce que, alors, c'est des grosses discussions, ça. Moi, ça m'a toujours passionnée et intéressée. C'est-à-dire, si vous écoutez Madame Badinter, qui a beaucoup œuvré pour les femmes, mais elle raconte d'une façon assez claire que pour elle, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Moi, je ne sais pas si à l'origine, il y avait une différence. Enfin bon, il y a une différence physique, ça c'est sûr. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui porte le bébé, même si on a longtemps cru qu'on fabriquait le bébé toute seule nous-mêmes. C'est-à-dire on a compris que l'homme y était pour quelque chose très tard. Et c'était une des raisons pour lesquelles les femmes étaient si importantes. Et il fallait les verrouiller, quoi, parce qu'elles portaient l'avenir du monde. Mais globalement, je vous renvoie à Françoise Lhéritier qui avait tant de talent et qui explique ça très, très, très bien, beaucoup mieux que moi. Mais globalement, je ne sais pas si elles étaient très, très, très différentes. Non, je ne pense pas que les cerveaux soient différents. Mais je pense en revanche qu'on a été élevés de façon différente depuis tant d'années. Et que du coup, ça fait des êtres humains différents. Nous, par exemple, on nous a dit que la vie de la maison, c'était important. Donc, on a beau être patronne,
On ne se dit pas en rentrant, tiens, on va mettre les pieds sous la table et on va attendre qu'on nous serve, quoi. Ça n'existe pas. Donc, on est relié à un concret de la vie qui est incroyable et qui calme le jeu. C'est-à-dire, moi, si j'ai pas le temps de prendre la grosse tête, hein, je rentre chez moi et ils me calment tous, quoi. Donc, le concret, ça rend, c'est autre chose, quoi. Ça rend la vie différente, mais c'est aussi une charge incroyable qui a été faite aux femmes. En fait, les femmes ont toujours énormément travaillé et on leur a fait un déni de travail. C'est-à-dire, on n'utilisait même pas le mot travail pour ce qu'elles faisaient. Et si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, et je me demande encore si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je me souviens d'avoir assisté à des déjeuners dans des milieux agricoles, dans des milieux très ouverts, plutôt chaleureux, plutôt ouverts, et la femme, elle faisait l'extérieur et l'intérieur, elle allait s'occuper évidemment des champs, elle allait s'occuper des légumes, elle allait s'occuper des poules, elle allait s'occuper de tous les animaux, et puis elle rentrait, elle faisait le repas qu'elle avait prévu évidemment, parce que le plus compliqué dans un repas, c'est de le prévoir, et puis elle faisait à manger aux hommes, et puis elle était debout, elle attendait la fin, et à la fin, elle mangeait ce qui restait. Donc, la femme, et pour elle, c'était pas humiliant, c'était la vie. Hein, c'était pour nous, c'était notre regard qui trouvait que c'était tellement choquant, quoi. Et franchement, ça crée du coup une façon d'être différente. Donc moi, je pense que on va avoir un monde qui va beaucoup bouger parce que les femmes vont bouger, parce qu'elles ne vont pas rester comme ça exactement. Probablement, elles vont se développer de façon différente parce qu'elles ont des avantages, les femmes, et des inconvénients. Les avantages qu'elles ont, c'est que malgré tout, on aime bien hein, ces femmes qui travaillent comme des dingues. On aime bien cette générosité. On aime bien qu'elles s'occupent de la vie. On ne voudrait pas tout perdre. On ne voudrait pas devenir comme des garçons, quoi. Mais les garçons, ils ont des choses formidables. Ils ont confiance en eux. Ils ont de l'audace. Donc, on va leur piquer ça. Et puis, au milieu de ça, peut-être que les hommes et les femmes vont bouger pour inventer un être humain plus intéressant, plus ouvert. Les jeunes en parlent beaucoup. Ils parlent de genre fluidity. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cases vont être moins structurantes, que tout ça va être plus subtil, peut-être plus intelligent. Mais en tout cas, les femmes, oui, on est différentes parce qu'on a été connectées à tellement de problèmes. Moi, j'ai toujours une anecdote sur mon éducation. Mes parents étaient très sympas hein, pour les filles et les garçons. Mais ma maman était à la maison, elle s'embêtait comme un rat mort d'ailleurs. À la maison, elle n'était pas faite pour être à la maison. Donc ça a été très efficace pour moi parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on la met là-dedans? Ça a l'air de pas du tout l'intéresser. Et comme elle n'était pas organisée du tout, à la fin de la journée, elle avait toujours plein de boulot. Elle m'appelait toujours en disant, oh, papa va arriver, j'ai rien fait. Et donc, je l'aidais et je me disais, tiens, pourquoi elle m'appelle moi et pas mes frères? Et je sais pas, je considérais qu'ils avaient un petit handicap. C'est-à-dire, je me disais, les garçons, ils ont un problème, quoi. Ils n'ont pas l'air de se remettre les tables, faire la lessive. Pour moi, c'était comme s'ils étaient en retard humainement. Et ça m'est resté dans la tête. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse avancer le monde en apprenant à tous à faire des choses concrètes et des choses abstraites. Ça calmerait le monde. Ça enleverait de la prétention. Et ça ne ferait pas des gens qui pensent qu'ils sont du côté de la domination, du pouvoir, et des gens qui sont du côté de ceux qui font et qui sont dominés. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui bougeraient. Donc on passe, moi j'aime bien les notions que vous dites entre faire la distinction entre l'autorité et l'autoritarisme, Mercedes. L'autoritarisme, c'est ce que vous décrivez, c'est le leadership de puissance en fait, alors qu'il y a des avantages parce qu'il engage les collaborateurs, mais qui est aussi poussé à son extrême, très instrumentalisant en fait. Donc c'est un équilibre à trouver entre cette puissance, moi ce que je dis, le sens et la présence. Ce que vous dites sur le revenir au réel, donner de l'utilité, c'est dans la présence et dans le réel et ancré dans le réel. Donc voilà, moi on défend au sein de la fabrique un leadership qui soit équilibré entre la puissance, le sens et la présence. Vous parliez tout à l'heure du sens et de dire que le leadership doit donner du sens. Est-ce que, du coup, quelle est, à votre avis, comment elles doivent se faire ces mutations-là, en fait, dans l'entreprise? Comment on passe d'un système,
quelque chose d'une autorité autoritaire au leadership que les gens attendent en fait demain. L'enjeu de la vision, il est quand même essentiel. Hein. C'est-à-dire, les gens, quand ils disent on veut du sens, et là, il ne faut pas se tromper là-dedans, hein, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de patrons on mélange tout, quoi, parce que comme on sent bien qu'on doit aller vers le sens, de temps en temps, on s'engage sur des chemins qui ne sont pas alignés. Ce que j'appelle pas alignés, c'est que l'entreprise, elle a, si je reviens à quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est Antoine Riboud, et à son discours de Marseille, il y a tant d'années où il a expliqué que l'entreprise avait un rôle économique et un rôle social. Et quand il explique ça, il dit bien économique. Et il montre bien un carambar en disant c'est super important le carambar. Et il dit quoi? Il dit l'amour des marques, il dit l'amour de la réussite économique, il dit qu'il faut qu'ils vendent pour réussir. Si personne ne lui achète rien, l'entreprise, elle a pour mission d'y arriver, de faire un peu de profit pour y arriver, quoi. Et ça, c'est extrêmement important parce que des gens, parfois, alignent par du sociétal, mais oublient l'économique. Si vous prenez le cas de Danone, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a mis Danone comme si c'était une ONG autour de la planète. Et du coup, il y a 2000 personnes qui sont dehors. C'est quand même, ça ne va pas, ça. Donc, il faut, la première chose, l'alignement, c'est considérer que son métier est important. C'est le fond. Les gens, ils font quelque chose tous les jours. C'est ça qu'il faut revigorer. Si vous pensez que ça, c'est mal, il faut faire autre chose. Mais moi, je fais de la publicité. Et pourquoi mon agence est devenue la première agence française et dans les 5 premières mondiales? Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'on n'est pas cynique. C'est-à-dire, moi, je fais de la publicité parce que je considère que la publicité, c'est très important. Donc, pour moi, quand on dit c'est que de la com, je me dis, oh, bah oui, ils n'ont rien compris, quoi. C'est pas que de la com, c'est que la com, elle mène le monde. Si vous énoncez pas les idées, si vous ne les partagez pas, si vous ne parlez pas aux gens, ils ne comprennent pas. Les gens, c'est des gens de parole, de communication. Les êtres humains communiquent. Donc, quand vous pensez quelque chose, il faut arriver à l'énoncer. Et l'entreprise, elle doit avoir cette liberté de l'énonciation. Et je n'ai rien vu d'aussi honnête que la publicité pour pouvoir faire parler une entreprise. Puisque vous avez le courage de marquer publicité, c'est-à-dire vous dites « je suis en train de parler positivement de mon entreprise », a priori, plutôt que négativement, et vous avez des règles, des lois qui vous régulent, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, vous êtes obligé de respecter un cahier des charges ou de démontrer que ce que vous dites est vrai, etc. Ça donne une liberté très contrôlée par rapport aux entreprises, mais ça donne la capacité aux entreprises de parler. Et les gens, c'est ce qu'ils attendent. C'est pour cette raison que quand ça ne communique pas, ça ne marche pas. Hein, sur Danone, ils avaient arrêté de communiquer sur les marques. Leur marque, elle chute. Les gens, ils ont besoin de parole. Dans une entreprise, lorsque vous ne parlez plus avec vos équipes, c'est un problème. Et donc, la première chose que je fais, moi, dans ma vie et pour diriger ma boîte, c'est de leur expliquer, ce soir, j'ai un séminaire. Je vais parler du rôle de la pub. Je vais parler en quoi c'est important. Je vais leur expliquer pourquoi il ne faut pas qu'ils écoutent toutes les bêtises qu'ils entendent, des clichés à droite et à gauche, comme si les entreprises n'avaient pas le droit à la parole. Je vais leur expliquer que, en gros, quand ils vont voter, ils ont entendu que des paroles. Donc, ils ne vont pas dire la politique, c'est que… non, c'est un peu plus compliqué que ça. Les êtres humains, ça parle. De toute façon, les êtres humains, c'est des gens extraordinaires. Le plus important, c'est leur tête. Donc, s'ils ont compris quelque chose, ils sont capables de passer… Il n'y a plus de limites. Et s'ils ne la comprennent pas, toutes les limites sont là. Et c'est même incroyable, c'est que moi qui fais de la publicité, je sais que le goût, les yeux, c'est moins important que la tête. Parce que quand vous cachez un produit, etc., les gens le reconnaissent à peine parce que le goût le développement du goût, c'est quelque chose de très sophistiqué qui est assez rare. En revanche, dans la tête, le goût est très développé. C'est-à-dire que quand les gens voient, ils parlent. Et quand ils parlent, ils mettent du goût. Et ceci veut dire que ça passe par la tête. Et moi, j'ai toujours été marquée par le fait que
Vous voyez, une femme peut être enceinte et ne pas voir qu'elle est enceinte parce qu'il y a un déni de bébé. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire qu'on n'arrive pas à voir ce qui est. Et en fait, c'est ça un être humain. Et c'est pour ça que c'est génial un être humain. C'est que la tête l'emporte. Donc, quand vous arrivez à motiver vos équipes, à leur expliquer pourquoi vous faites un métier qui est bien, comment vous vous appliquez à le faire mieux, parce que vous ne le faites pas toujours bien. Donc, comment vous le faites mieux? Comment vous pouvez faire des progrès? Comment vous pouvez aider les entreprises, parce que notre métier est beaucoup dans les stratégies. Comment vous pouvez aider une entreprise? Moi, je travaille pour Total. Total, ils se font taper dessus dans tous les sens. Mais pourtant, c'est une entreprise qui bouge. Et c'est hyper dur de dire la vérité aux gens et de dire, vous pouvez gueuler comme vous voulez, elle est en train de bouger. Le type, il est en train de faire la moitié de son entreprise sur du développement durable. Et il vous dit simplement que s'il arrête tout de suite le pétrole, vous allez tous grogner et on va avoir tous les gilets jaunes. Et ils auront raison parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement pour se déplacer. Donc, on gère des périodes sophistiquées de transition. Comment on fait? Comment on aide les entreprises à les gérer pour aller vers un demain meilleur? C'est un peu ça, les enjeux clés du sens et du métier sur lesquels il faut absolument que les entreprises réfléchissent et soient concrètes parce qu'elles vendent des produits, donc il faut qu'elles améliorent leurs produits, il faut que ces produits rendent le plus fortement service aux gens. Et donc ça, c'est souvent difficile, ça implique des efforts et c'est un peu ça, pour moi, qui est absolument clé dans les métiers que nous faisons. Mercedes, quand vous disiez, donc je comprends votre rôle et cette vision-là et ces stratégies-là, en fait, parce que c'est une vraie stratégie qui doit avoir, non seulement qui doit pas plus communiquer sur le sens, mais qui doit incarner le sens, en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Hein. En fait, il faut aller de l'abstrait au concret. Exactement. Il faut, c'est pas les gens demandent du sens. Donc, le sens, c'est souvent la parole, la communication, parce qu'ils identifient le sens. Et ensuite, il faut des preuves. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle ne doit pas se contenter effectivement de parler, mais elle doit agir aussi derrière, parce que sinon, il y a une vraie... Mais en général, vous voyez, c'est à l'envers. Elle ne parle pas assez. Parce que quand on parle, on s'engage. Quoi qu'on dise, on s'engage. On peut embêter les gens qui ont parlé. On ne peut pas embêter les gens qui se taisent. Les gens qui ont parlé, on peut embêter. Là, les politiques, si on écoute bien vers quoi on va aller voter, quand même, quand on entend Zemmour, on sait à peu près vers quoi on va voter. Donc, ils s'engagent. La parole, elle est clé. Il y a quand même des gens pour y aller. Donc, la parole, elle est clé. Il faut essayer de comprendre. Souvent, je vais vous raconter une anecdote. Quand on a travaillé pour Air France les premières fois, le patron d'Air France était Spinetta. Et Monsieur Spinetta m'a fait un cours de pub que je n'oublierai jamais. On avait présenté une campagne, on avait gagné le budget sur une campagne un peu intéressante, mais assez quotidienne. Et en fait, on était inquiets parce qu'il y avait beaucoup de grèves chez Air France. Et donc, on n'osait pas aller très loin en termes de promesses parce que il y avait tellement de grèves, tellement de difficultés. On se disait, ah là là, le concret, le réel va être contradictoire avec ce qu'on va dire en publicité. Et un jour, M. Spinetta nous a reçus et nous a dit, moi, vous savez, j'aimerais que vous vous laissiez aller parce que votre communication, elle n'est pas faite pour me raconter les grèves au quotidien et mes ennuis. Elle est faite pour donner un sens. Et le sens, il est devant. Donc non, il faut que vous me racontiez un rêve. Parce que les gens, ce qui les fait bouger, c'est les rêves. Et donc, ce qui va faire bouger mon entreprise, c'est un rêve. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui tire les gens et pas quelque chose qui est derrière. Donc la com, elle est importante pour tirer les gens. C'est là, à ce moment-là, qu'on a fait du ciel le plus bel endroit de la Terre. Est-ce que tous les jours, l'hôtesse de l'air fait du ciel le plus bel endroit de la Terre? Ça dépend. Il y a des jours, elle est de mauvaise humeur, elle ne fait pas du ciel le plus bel endroit de la Terre. Mais il y a des jours où elle se dit que c'est ça son métier et ça la tire vers le haut. Et
la com, elle est faite pour ça. Elle est faite pour faire que les gens se dépassent. Pourquoi Nike est devenue la marque mondiale qu'elle est devenue? Parce qu'elle a raconté à tous les êtres humains qu'ils pouvaient être des champions. Ben, vous savez quoi? C'est mieux que de leur dire que, franchement, ils passent leur vie devant la télé à regarder le sport et que ce n'est pas des champions. Non, non, c'est mieux de leur dire qu'ils peuvent le devenir. Ils ne disent pas « just do it », ça ne dit pas vous pouvez, vous êtes champion. Ils disent vous pouvez le devenir. Vous le faites. Hein, vous le faites. Vous êtes handicapé et pourtant vous pouvez monter des choses, des escaliers, des trucs incroyables. Vous faites des choses incroyables. Et moi, je crois à je pense que l'être humain, il est fait pour être tiré vers les étoiles et pas pour être jeté par terre. Et donc, faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Je vais finir sur cette dernière anecdote. Je rentrais de Dubaï suite au 8 mars et je suis rentrée par un avion Air France et sur ma chaise, il y avait un petit mot du commandant et puis de son équipe qui disait « Nous allons aujourd'hui essayer de faire pour vous du ciel le plus bel endroit de la terre ». Et je me suis dit, alors là, la pub, ça sert à quelque chose. Ça sert à ce que les gens se dépassent, bougent. Voilà. Maintenant, après, ça engage. Quand un patron dit quelque chose, après, ça l'engage. Très souvent, vous savez ce qu'on me dit, moi, quand je présente quelque chose, on me dit « Ah non, mais ça, c'est grave, c'est important, on va être obligé de faire des choses. » Je dis « Ah bah oui, c'est pour ça que je vous le propose. Parce qu'après, vous allez être obligé de faire des choses. » Donc, Mercedes, si je comprends bien, vous, demain, le leadership doit renforcer sa vision, en fait. Tout dirigeant d'entreprise. Renforcer sa vision, l'incarner, la déployer dans son entreprise, en fait. Oui. Et développer un leadership qui soit à la fois fort de sens, fort d'action, authentique, vous avez dit tout à l'heure, en fait, qui soit collaboratif, coopératif. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, après, quand on a cette vision, après, il y a le lien, ça dépend des métiers. Moi, par exemple, j'ai un métier où l'enjeu, c'est les talents. Moi, je suis dans un groupe difficile qui s'appelle le groupe Bolloré. Donc, en gros, on me laisse tranquille parce que ma société marche tellement bien qu'on n'est jamais rentré dedans et je fais ce que je veux. Mais globalement, un jour, il me dit, gentiment d'ailleurs, il m'a dit t'as qu'à dire à tes équipes de faire ça, comme ça, et puis elles vont le faire. Je lui dis, oh là là, mais moi, c'est plus compliqué, mes équipes. Il faut qu'elles soient de bonne humeur parce que je leur demande d'avoir du talent. Donc, c'est pas un ordre, quoi. Je ne suis pas des machines. Si je leur demande de trouver une campagne, il faut que j'essaie de créer l'enthousiasme. Ton système d'ordre, chez moi, il ne fonctionne pas, quoi. Et je pense que je suis dans un métier où l'enjeu, c'est le talent. Donc, l'enjeu, c'est à la fois de donner du sens, de l'exigence, de ne pas dire oui à tout. Je pense que BETC est fatigant en termes de niveau d'exigence pour un client, à tel point que j'ai essayé de leur expliquer que ce n'est pas parce qu'un client… Nous, on a 2 clients. Hein. On a celui qui nous paye. En gros, c'est du B2B, hein, notre métier. Si on ne persuade pas celui qui nous paye, il n'y a pas de campagne. Et le public. Mais moi, mes équipes, elles sont formées pour privilégier le public. Donc, parfois, elles rentrent, elles me disent, on a vendu ça, et on leur dit, vous savez quoi, on va le dévendre, parce que c'est vraiment pas bien, quoi. Oui, mais le client, il adore. Oui, mais nous pas. On pense que pour le consommateur final, c'est pas bien, c'est pas respectueux. On croit qu'on a un métier. On croit qu'on a un rôle dans la pub pour le consommateur final. Par exemple, on a une vision, alors parfois on n'y arrive pas, mais on a une vision de l'intelligence des gens. On ne pense pas qu'il faut les assommer par des trucs bêtes. On pense qu'on peut faire de la pub intelligente. Et on peut faire de la pub idiote. On peut faire des émissions intéressantes, on peut faire des émissions qui ne sont pas bien. Les journalistes, il y en a des grands, il y en a des petits. Donc nous, on pense que les gens, on peut les tirer vers le haut en leur montrant des choses qui soit sont esthétiquement nobles, soit qui sont intelligentes. Par exemple, très souvent, j'ai cette discussion avec mes clients. Ils ne vont pas comprendre. Je dis non, soyez sympas. On leur demande, vous verrez, ils vont comprendre. Ce n'est pas parce que c'est intelligent qu'ils ne vont pas comprendre.
c'est une vision du public qui fait du bien, quoi. Et donc ça, c'est pour moi des choses très, très importantes. Et du coup, ça crée une culture d'entreprise. C'est ça qui est le plus important. Et dans cette culture d'entreprise, le fait de donner de la liberté aux gens, le fait de respecter leur rythme. Là, par exemple, moi, je suis assez inquiète sur le télétravail parce que je pense que on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. D'abord, c'est difficile pour les femmes. Elles ont déjà perdu 35 ans. On a perdu 35 ans dans la construction de l'égalité homme-femme, tout juste parce qu'on nous a réenfermés dans une maison. Donc, elles étaient moins visibles. Les hommes sortaient davantage dans les médias, on les a moins vus. Et en fait, c'était compliqué de faire sortir les femmes dans les maisons et de les désangoisser à propos du travail domestique. Maintenant, de temps en temps, elles font parallèlement votre présentation ou le lien avec le travail et elles continuent à faire du travail domestique. Au moins, quand elles sortaient, il y a un moment où ça s'arrêtait tout ça. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné pour les jeunes que de leur dire que toute la vie, ils vont être freelance, c'est-à-dire être dans un lieu seul et ne pas être au cœur de l'entreprise. Donc, il va falloir trouver le rythme, les équilibres et tout. Mais ce rythme, je pense qu'on c'est très dur de l'imposer. C'est-à-dire de dire, ah ben non, il n'y a plus de télétravail. Non, c'est quelque chose qui doit se démontrer. Par exemple, les entreprises, elles doivent démontrer que c'est mieux d'être ensemble que seul. Et donc ça, par exemple, bah, ça veut dire du confort quand on est ensemble, du bien-être quand on est ensemble, ne pas avoir peur. Hein, quand les équipes ont peur, quand les gens ont peur, qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent, parce qu'on ne sait jamais ce que vont penser les autres et tout. Tout ça, c'est des barrières à la qualité de vie au travail. Et c'est très important pour moi, la qualité de vie au travail. Vous parlez de liberté, en fait. Moi, je parlerais de socle de leadership. Selon vous, Mercedes, pour attirer les talents, parce que vous avez un métier de créativité, donc c'est pas facile d'attirer des gens créatifs, et c'est pas facile de laisser émerger la créativité. Ça serait quoi s'il y avait 3 points qui, issus du leadership qui dit, voilà ce qui fait qu'on libère la créativité dans notre entreprise, en fait. Alors, bizarrement, le premier, c'est l'exigence. Parce que la créativité, c'est pas n'importe quoi. Souvent, je dis aux clients, mais attendez, je n'appelle pas des créatifs et je leur dis, allez, trouvez une idée, comme ça, n'importe quoi, etc. Si on n'a rien à dire, ils vont rien trouver à dire parce qu'on n'a rien à dire. Et très souvent, on pense que, vous savez, c'est un métier de sciences humaines. Alors moi, j'ai fait, ma première formation, c'est des lettres classiques, donc de la science humaine, des Hippocagnes, des Cagnes, l'histoire, la sociologie, la philo, tout ça. La science humaine, on dit que c'est une science molle. C'est une science dure. Il y a de la rigueur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, les gens qui sont des merveilleux ingénieurs, et c'est un merveilleux talent que d'être ingénieur, de temps en temps, ils se mettent à essayer de faire notre métier et on se dit, non, mais c'est quoi ce bordel? Parce que apprendre l'ordre des sciences humaines, c'est pas simple. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et nos créatifs, d'ailleurs, nos plus grands créatifs, c'est des gens qui pensent très bien, quoi. On leur dit quelque chose et ils nous disent, mais ça n'a aucun sens, mais c'est contradictoire. Voilà. Donc, il y a des enjeux très importants, d'autant plus que derrière le mot publicité, il faut bouger des comportements. Donc, nous, on est un métier très engagé parce qu'on fait quelque chose et on va voir immédiatement si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, on est à la fois dans la pensée et puis tout d'un coup, ça devient très concret. On a fait bouger les gens, on n'a pas fait bouger les gens. Donc, c'est pas facile de faire bouger les gens. Donc, premièrement, ne pas raconter n'importe quoi, c'est un métier d'exigence et on doit valoriser ces points-là. Et après, dans ces métiers d'exigence, il faut comprendre, moi je fais ce métier depuis un certain temps, comprendre les différentes étapes et qu'est-ce que ça signifie de trouver une idée. Très souvent, je dis à mes clients, vous savez quoi, on va faire un exercice puisque vous avez l'air de tout savoir faire. Ben, vous allez la chercher, l'idée. Et puis, ah, mais c'est pas notre job. Eh ben voilà, alors on va laisser de l'espace à l'autre pour qu'il le fasse.
parce que c'est pas facile d'identifier. Donc, il faut comprendre. Par exemple, moi, je sais que quand je briefe un créatif, je briefe le plus profondément possible sur du sens. D'ailleurs, je vais dire, on va dire ça, ça va être ça, c'est ça qui est le levier. Parce que c'est toujours le levier stratégique qui est modificateur du comportement à la fin. Si vous dites n'importe quoi, vous pouvez avoir un très joli film et ça ne fait pas bouger les consommateurs. Parce qu'il y a, pour trouver ce qui fait bouger les consommateurs, il faut d'abord savoir où ils sont et leur proposer quelque chose qui va les intéresser. Parce que sinon, ils ne vous écoutent pas. Et ce pas des fous, les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'achètent pas parce que la manipulation, c'est un mauvais concept. Vous êtes obligé de partir de là où sont les gens. Est-ce que comment on modifie leur comportement? On part d'abord de là où ils sont. On les comprend d'abord dans un premier stade. Donc, on va donner un angle très précis, etc. Et ben, en général, dans la première réunion, vous allez voir des gens nerveux, c'est-à-dire mes créatifs sont nerveux, ils me disent que ce que je dis, ça n'a pas de sens. Et pourquoi ils me disent ça? Parce qu'ils ont peur. Parce que chercher une idée, c'est difficile. Et donc, c'est de la maïeutique. Il faut les accompagner. Alors, soit, parfois, ils vous donnent des arguments qui sont des bons arguments, il faut que vous changiez d'avis parce que ce qu'ils vous disent est intelligent, soit c'est juste la peur. Et là, il faut donner un espace pour qu'ils trouvent une idée. Et cet espace, c'est un espace de liberté. Et c'est plus difficile d'ailleurs, quand ils viennent expliquer les idées, c'est plus dur de les acheter que de les jeter. Jeter, on sait faire en France. On a appris le sens critique, donc on dit « Ah, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien » et tout. Après, vous retournez, vous dites « vous feriez quoi ?» Parce qu'une idée, quand on vous la raconte, ça fait peur. Je vous raconte Evian, quand les filles, elles arrivent, c'était 2 grandes créatives, et elles disent « Vous connaissez les films d'Esther Williams ?» Ah oui, on connaît les films de cette princesse des eaux qui faisait de la natation synchronisée dans les années 30 aux États-Unis, à Hollywood. Et elles nous montrent des films d'Esther Williams. Jusqu'à là, ça va. Puis tout d'un coup, elles nous disent « Oui, on va faire prendre des bébés, ils vont faire la même chose. » Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre. Eh ben, c'était une des plus grandes idées du monde. Donc, et c'est parti, cette campagne, elle est partie, elle a fait le tour du monde. Donc, c'est aussi le courage de croire dans des choses, d'avoir, voilà. Donc, il faut à la fois laisser de la liberté, être précis, être rigoureux, et puis aussi laisser de la liberté. Donc, ce mélange constant entre l'exigence et la liberté, la rigueur et la liberté. C'est toujours ça qui va être prioritaire. Et puis après, il y a des ambiances, il y a des trucs bêtes dans la vie. Moi, par exemple, je pense que des gens que vous traitez bien, ben, ils travaillent mieux que des gens que vous traitez mal. Donc, nous, par exemple, on fait des coups bas à l'agence. Alors, par exemple, on a inventé la cantine la meilleure de France. C'est la meilleure cantine. On mange des choses saines. D'ailleurs, personne n'a voulu. On a fait un cahier des charges tellement compliqué qu'on n'a trouvé aucune entreprise du secteur du service qui a accepté de faire notre cantine. On l'a fait nous-mêmes. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on cuisine tout, ils voulaient qu'on assemble. Nous, on voulait tout cuisiner. Donc, on voulait servir les gens à table. Des choses incroyables. Et ben, n'empêche que quand on fait ça, les gens, ils vont mieux, ils sont plus heureux. On a pu développer un lieu qui est un gymnase. Donc, ils ont sans arrêt des cours quand ils veulent dans la journée de sport. Ben, ils sont mieux. Je ne sais pas comment vous dire. Tout ce que vous pouvez leur apporter en plus, c'est ce que j'appelle de l'aide à se sentir bien, à être en forme et à pouvoir sortir des belles et des grandes idées. Mais surtout, pour sortir une belle et grande idée, il ne faut pas avoir peur. Il faut enlever la peur. Nous, on travaille dans un monde où on nous met la pression, on dit que c'est urgent, on nous dit, on nous menace. Ce n'est pas toujours très gentil, ce n'est pas bienveillant. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est bloquer cette malveillance pour devenir bienveillant. Les idées se trouvent dans la bienveillance. Wow, c'est un super slogan, Mercedes. Les idées se trouvent dans la bienveillance. Donc, effectivement, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on doit donner la permission aux gens, à la fois dans l'exigence, mais aussi donner la permission pour que les gens puissent exprimer leur talent, en fait.
Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est-à-dire que quand ils ont peur de tout, ils font rien, quoi, globalement. Et moi, un échec, ça m'angoisse pas, hein. Je me dis, je me souviendrai toujours, j'ai un client avec qui on a fait une très belle campagne qui ne marchait pas, elle ne fonctionnait pas, cette campagne. Et donc, ils sont venus, réunion de crise, comment on fait, la campagne ne fonctionne pas, et ils me disent, on va te mettre en compétition. Je lui dis, mais pourquoi vous me punissez du fait que la campagne ne marche pas? Est-ce que vous punissez vos équipes de l'avoir acheté? On va les mettre dehors, vos équipes. Je lui dis, mais c'est pas bien, quoi. C'est pas grave, je vais pas, vous faites ce que vous voulez, ça sera sans moi. Comme ils ont été gentils au bout d'un mois où j'ai été obstinée à leur dire que c'était sans moi, ils ont arrêté leur processus désagréable pour me laisser travailler. Et je leur ai dit, vous savez, le plus important, c'est de comprendre pourquoi on a échoué. Parce qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Si vous avez tous acheté, si on pensait tous que c'était formidable, on n'est pas tous des imbéciles qui avons fait un échec débile. Donc, cherchons la raison. On a trouvé la raison. On a fait une campagne. Ça fait 10 ans que la campagne, je n'arrive même plus à la bouger tellement elle est valorisée, elle est positive. Et elle a vendu des quantités de petits fromages. Mais pour ça, il faut accepter que oui, on peut se tromper. En plus, on est dans les sciences humaines. Déjà, on se trompe dans la science mathématique. Et combien de fois on dit c'est suite à un échec qu'il y a eu une vraie découverte? Et souvent, on dit c'est une découverte ratée est une découverte du futur. Parce qu'on croyait qu'on cherchait ça, puis finalement, on a trouvé ça. Il faut ouvrir les êtres humains, il faut ouvrir leur chance. Et leur chance, c'est autoriser aussi les échecs. Donner des permissions, c'est ce que vous dites. Le terreau soit favorable. Ce que je retiens, Mercedes, voilà, c'est avoir un terreau favorable, en fait, à l'expression des talents, en fait. Donc, les permissions, enlever les peurs qu'on peut avoir, libérer toute la pression qu'il peut y avoir, que les gens puissent s'exprimer, en fait, librement. Wow, c'est super. Je vois que l'heure tourne, Mercedes, et on aurait plein de choses à se dire encore, et c'est passionnant. Merci en tout cas de nous avoir partagé votre histoire, et je comprends beaucoup mieux pourquoi, quand on a préparé cette intervention, vous m'avez dit, en fait, le leadership, c'est une véritable histoire humaine, en fait. Avant tout, c'est une histoire humaine, parce que sur les valeurs. C'est pas du process. C'est pas du process. C'est de l'intelligence. Donc, l'intelligence humaine, elle est extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur des datas, hein. C'est bête, les datas. Soit il y a quelqu'un pour comprendre les datas, et c'est un être humain, soit c'est la data. Soit c'est la data, exactement. Donc, c'est bien, ça va réconcilier donc, la place de l'humain au sein de nos entreprises, et en fait, donc, et il y a une vraie place encore, il y a une vraie place pour les talents, pour attirer les talents et les garder, en fait. Bien sûr. Merci pour nous avoir expliqué le leadership, les actions, ce qui vous anime, et puis pour montrer ce chemin-là, en fait, de par les études que vous faites et par la communication que vous faites, Mercedes, c'est extrêmement important, parce que c'est un chemin qui mène à l'équilibre. Et vous avez bien dit, c'est à la fois, c'est pas et le social et environnemental et l'économie, mais c'est réconcilier les trois, en fait, hein, people, planète, profit, et permettre aux hommes et aux femmes de s'accomplir dans leur entreprise, et aux entreprises d'assumer leur rôle. Donc, c'est bien parce que vous prouvez que c'est possible, et vous le faites par les actions en accompagnant les entreprises pour bouger les lignes. Donc voilà, et moi je retiens qu'effectivement le leadership, ça passe par le mouvement et par l'action, en fait. C'est pas uniquement de la pensée, c'est aussi, je le concrétise, et c'est de l'action. Donc voilà, merci pour votre témoignage. Et on n'a pas parlé, mais on en reparlera un jour, mais on n'a pas parlé du fait que nous, chez PETC, on fait plein de choses pour rien. C'est-à-dire, on accompagne des combats de la culture, des combats de l'engagement et tout. Et souvent, on vient me chercher des noises en me disant « Pourquoi tu fais ce mécénat de compétences? Quel est l'objectif? Vous voulez gagner des budgets de l'État ou je ne sais pas trop quoi ?» Et je leur dis « Mais vous ne vous rendez pas compte que l'objectif, c'est nous faire du bien à nous, à tous. Ils adorent à l'agence pouvoir travailler sur des choses qui ne rapportent pas d'argent. »
Ils adorent. Je, Et ça leur fait du bien. J'entends le message, Mercedes. Oh, écoutez, c'est très très gentil. Alors moi je rappelle effectivement que si vous aussi vous pouvez passer à l'action, c'est-à-dire que c'est les dirigeants qui nous écoutaient depuis ce matin, et vous souhaitez que vos entreprises puissent développer de nouvelles formes, oser développer et réinventer le leadership qui va justement les mener à engager des futurs désirables, attirer les talents, les conserver, le rôle sociétal et environnemental de l'entreprise. Donc, vous pouvez nous rejoindre l'écosystème de la fabrique. Il y a une première possibilité à court terme, c'est on a monté effectivement des clubs, et le prochain club de dirigeants donc il y a encore quelques places pour celui qui va commencer le 15 mai. Vous pouvez soit candidater aussi, et puis en ce moment, juste, il nous reste quelques places aussi. On a créé, vous disiez tout à l'heure Mercedes, on a créé notre laboratoire en fait de recherche avec des philosophes, des chercheurs et puis des dirigeants pour justement apporter, alors on n'appelle pas ça le think tank, on appelle ça le do tank, parce que nous on veut vraiment agir, trouver des solutions concrètes pour pouvoir justement replacer la place de l'humain dans l'entreprise, dans la société, pouvoir savoir quel rôle comment l'entreprise peut agir justement sur son écosystème pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux défis de la planète, de People, Planet, Profit, en fait. Comment on mêle tout ça? C'est les choses qui nous animent. Donc, j'invite effectivement les dirigeants qui le souhaitent à postuler pour nous rejoindre pour, à partir du mois de septembre, démarrer notre laboratoire. Et puis enfin, vous pouvez nous contacter si vous avez envie de changer de leadership, vous voulez développer dans votre entreprise un leadership et améliorer le potentiel de leadership, celui qui accompagne ce que disait Mercedes, la stratégie et la vision de votre entreprise. Et c'est un élément fondamental à cet accompagnement. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site et nous contacter pour qu'on puisse voir comment y parvenir et vous apporter les moyens et s'engager auprès de vous. Donc, Mercedes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de remerciements. C'était vraiment très chouette de nous avoir. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui étaient là ce matin. Bonne journée à vous tous. Bonne journée, bon séminaire à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toutes et à tous aussi d'avoir été présents. À très très bientôt.